Bonjour et bienvenue dans ce carnet de guerre consacré à The Legend of Zelda Link to the Past Randomizer. Qu'est-ce que c'est que cette hérésie? Qu'est-ce que c'est que ça? Bref, c'est une vidéo que j'avais promis de faire il y a quand même quelques temps. Et en fait, là j'ai actuellement le temps de la faire, les moyens également. Donc on va explorer un petit peu qu'est-ce que c'est que ça. On va revenir déjà à la base de la base, The Legend of Zelda Link to the Past. Il s'agit d'un jeu sorti en 1991 au Japon, en 1992 aux États-Unis et en Europe. C'est le troisième volet de la saga Zelda, saga que Nintendo affectionne particulièrement puisque depuis bientôt 30 ans, même plus en fait, vu que le premier était de 1985, donc depuis 35 ans, on nous offre la possibilité de jouer un personnage appelé Link, dans la plupart des jeux, qui doit sauver un monde ou un bout de monde s'appelant Hyrule, en délivrant, en passant une princesse appelée Zelda. Donc ça, c'est grosso modo l'idée générale de toute la saga, en battant un vilain pabro qui s'appelle Ganon, de son petit nom officiel. Il se trouve que en fonction des jeux, il y aura des petits changements, ce ne sera pas toujours les mêmes mondes, il y aura des variantes. Si vous désirez vous renseigner sur la saga Zelda, je vous invite à le faire. Vous avez sans doute Google comme pote et du coup vous pouvez faire des recherches. Ici plus spécifiquement, on a The Legend of Zelda A Link to the Past. C'est le troisième volet qui est sorti sur Super Nintendo, donc Super Famicom, Super Nintendo. Et c'est un jeu que j'affectionne particulièrement. Ce n'est pas mon Zelda préféré, mais je pense que c'est le Zelda auquel j'ai le plus joué. Il s'avère qu'on contrôle le personnage de Link qui doit délivrer une princesse et vaincre le méchant Ganon. Jusque-là, rien de nouveau. À l'époque où il est sorti, je pense que je peux dire que j'ai platiné le jeu, ça n'existait pas encore, tous ces petits défis Steam, etc. Mais j'ai vraiment beaucoup joué, donc je le connaissais assez bien. Du coup, j'ai eu envie de le refaire plusieurs fois, mais bon, au bout d'un moment, on connaît tous les ennemis, on connaît où se trouvent tous les objets. C'est un jeu d'aventure. Du coup, on va dans le premier donjon, on récupère un objet, on bat le boss, on va dans le deuxième donjon, on récupère un objet, etc. Donc c'est un jeu d'aventure, tout ce qu'il y a de plus classique. Et il s'avère que il y a quelques temps maintenant, j'ai découvert ce qu'on appelle le randomizer. Alors qu'est-ce que c'est que le randomizer? Globalement, vous allez avoir la même histoire, mais les objets des donjons ne seront pas dans leurs coffres respectifs ou à leur emplacement respectif. Ils seront répartis un petit peu dans le monde entier et vous allez devoir faire ce qu'on appelle un routing. Donc vous allez devoir faire un chemin différent pour arriver à la fin du donjon. Ça vous permet de redécouvrir un jeu. Ça permet de découvrir des choses intéressantes, peut-être de faire certains boss sans les objets qui sont prévus initialement pour le faire, donc trouver des méthodes alternatives, faire d'autres choses dans ce bout-là. D'aller dans le donjon, dans le dernier donjon, avant d'aller dans le premier, parce que vous n'avez pas l'objet qu'il faut pour aller dans le premier donjon. Bref, ça vous permet de redécouvrir un petit peu le jeu, un jeu que vous aimez. Il y a énormément de jeux qui sont randomisés, c'est très à la mode. Vous avez des jeux d'aventure comme Zelda, vous en avez beaucoup, Ocarina of Time notamment. Je pense que c'est le Zelda le plus connu de toute la série. Vous avez des jeux de rôle comme Dragon Quest, qui sont également randomisés. Vous avez des jeux de plateforme. Vous avez Mario qui est randomisé. Alors là, c'est plus les niveaux qui sont randomisés, plus que vraiment les équipements, parce qu'il n'y en a pas tellement. Enfin, vous avez énormément de jeux randomisés, et du coup, on appelle ça des randomizers. Donc là, j'aimerais vous parler un petit peu de The Legend of Zelda, A Link to the Past Randomizer, puisque si vous avez vu les photos, eh bien, c'est ça, en fait. C'est à la fois essayer d'arriver le plus vite possible à la fin, tout en ayant à chaque fois un jeu un tout petit peu nouveau, un tout petit peu différent. Et donc, comment pouvoir jouer à ce genre de jeu? Eh bien, je vais vous expliquer ça un petit peu pas à pas. Donc c'est une première vidéo, je pense que j'en ferai 2-3, histoire d'expliquer peut-être un peu plus en détail. Là, ce que je vous présente, donc c'est déjà qu'est-ce que le randomizer, comment avoir justement une de ces fameuses
une possibilité de jouer avec ce jeu randomisé. Et ensuite, je ferai une autre vidéo avec quelques petites astuces, quelques petits trucs, enfin bref, un peu plus poussé. Mais là, on va vraiment s'occuper de la base. Donc, comment avoir, pour vous, une cartouche, enfin une seed, on va dire, une graine, comment est-ce que vous pouvez jouer à ce jeu randomisé. Rendre de votre seed randomisé, enfin pour pouvoir jouer à ce jeu, il va vous falloir un certain nombre de choses. Déjà, il est beaucoup plus facile d'acquérir un émulateur, c'est-à-dire un petit programme qui vous permet de jouer à des jeux Super Nintendo sur votre ordinateur. Il y a moyen d'avoir, mais ça demande des ressources, il y a moyen d'avoir une cartouche que vous allez insérer dans la Super Nintendo qui sera randomisée, mais c'est très compliqué et du coup je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Si vous voulez faire des recherches, vous pouvez. Sachez qu'il y a moyen d'avoir une cartouche randomisée officielle. Enfin, officielle. Disons que le randomizer, c'est jamais vraiment officiel. Et que vous pouvez, du coup, insérer dans votre cartouche. Ici, c'est beaucoup plus simple. Il vous faut simplement un émulateur. Alors, vous avez du SNES 9X, vous avez du... Moi, j'utilise OpenEMU sur Mac. Vous avez bref, vous avez plein d'émulateurs. Il faut simplement que vous ayez un émulateur qui soit compatible avec. Il vous faudra également ce site. Donc ce site, c'est là-haut, https://alttpr.com anglais, enfin .en. Vous pouvez changer simplement le langage ici, voilà. Alors du coup, vous avez toute la traduction. À partir de là, vous avez absolument tout. Normalement, j'ai même plus besoin de rien vous expliquer, tout est écrit, mais on va le faire ensemble, comme ça, ce sera plus facile. Donc on va mettre commencer à jouer, parce que c'est comme ça que vous voulez. Alors, vous avez également un Discord qui est disponible. Donc vous avez le Discord pour... ça c'est le Discord anglophone du ALTTPR. Il y a également un Discord francophone. Je vous mettrai toutes ces informations dans la description sous la vidéo, donc n'hésitez pas à cliquer, vous aurez des liens, ça vous aidera. Obtenez la ROM, il vous faudra cette ROM-ci. Donc la ROM, c'est les petits programmes. Donc vous avez le programme pour jouer, donc le programme qui correspondrait à votre console, et les ROM, en fait, c'est des petits programmes qui correspondent à vos jeux. Il faut que vous fassiez une recherche Google pour cette ROM-ci très spécifiquement. C'est la ROM de Zelda A Link to the Past 1.0 en japonais. Ne vous en faites pas. Le jeu ne sera pas en japonais, vous n'êtes pas obligé d'apprendre le japonais. Il faudra par contre parler anglais, mais c'est assez facile. Il vous faut absolument cette ROM-là parce que dans les mises à jour d'après, certains glitches, je reviendrai sur les termes un peu spécifiques, certains glitches et certaines choses ne sont pas utilisables. Et du coup, c'est vraiment cette ROM-là. Vous faites simplement un copier-coller dans Google, vous devriez tomber dessus, vous mettez ROM, voilà, vous devriez tomber dessus assez facilement. Si jamais vous avez un problème, vous pouvez soit me mettre un message sous la vidéo, soit sur le Discord si vous y êtes. Une fois que vous avez ça, vous allez simplement à choisissez votre option, vos options de jeu ici, générer un jeu aléatoire, paf, et on arrive sur une page. Alors je vais vous mettre déjà ouais, on va laisser custom. Alors, le randomizer. Donc, vous avez plein de petites infos sur toute cette page-là. Je comprends que ça puisse vous perturber. En plus, il est de nouveau en anglais. Je vais laisser anglais. Ce sera plus facile. Alors, Select Preset, c'est des choses qui sont déjà faites de base. Donc là, c'est moi qui fais la seed que j'ai envie. Si c'est la première fois que vous jouez, je vous invite, vous mettez Beginner. Ou alors, si vous voulez vraiment, vous mettez Default. Et là vous aurez des informations. On va passer un petit peu sur le custom histoire de voir un peu ce qui se passe. Alors, il y a plein de petites choses. Vous avez item placement, vous avez goal, vous avez gameplay et vous avez difficulté. Si vous voulez des informations supplémentaires, vous avez qu'à faire revenir sur la page d'avant. Et puis vous avez je n'arrive pas à descendre, blablabla. Ah bah voilà, obtenez un moyen de jouer, donc vous avez le SNES 9X, vous avez toutes les informations qui sont là, ici, et surtout vous avez un guide détaillé là. Alors cette fois je vais me mettre en français, hop. Donc vous avez les glitches requis, aucun, vous avez sans logique, vous avez placement des objets, basique avancé, objet des donjons. Ça peut paraître absolument compliqué, mais au final ça ne l'est pas tant que ça. Si on prend les choses petit à petit. Hein, voilà. Revenons sur la page qui est ici. Donc, finalement, je vais me mettre en français aussi.
Merci. Glitch requis, aucun. Vous avez monde extérieur, glitch majeur sans logique. Si vous commencez et que vous avez envie de jouer à un jeu juste pour le plaisir de jouer, gardez aucun. La plupart des sites, des runs qu'on fait, il n'y a pas besoin de glitch. C'est-à-dire que vous pouvez arriver toujours à la fin du jeu sans être obligé de passer à travers un mur ou de faire quelque chose qui soit extrêmement compliqué. On appelle ça la logique. C'est-à-dire qu'il existe dans le randomizer une logique qui fait que vous ne pouvez pas avoir un objet qui serait derrière lui-même. Je m'explique, par exemple, à un moment donné, il vous faudra un marteau pour avancer dans le jeu. Et ce marteau, quand vous l'avez, vous pouvez découvrir d'autres coffres. Le marteau ne peut pas se trouver dans un coffre qui se trouve derrière le marteau, puisque vous ne l'avez pas et vous n'accéderez donc jamais à ce coffre-là. Donc ça signifie que vous pouvez avoir, en logique, la possibilité de finir toutes les seeds. Placement des objets avancés ou basiques. Vous avez la description dans le... Tiens, une moto. Vous avez la description justement dans le placement des objets. Vous pouvez commencer par basique. Moi, je vous conseille même de commencer par basique. Mais très vite, en fait, vous arriverez à avancer. C'est un petit peu la formation de base, en fait. Aucun glitch et avancer. Objet des donjons standard. Une fois de plus, si vous voulez plus d'informations, vous avez ça. Commencez par standard. Commencez par standard. Vous ferez tout ça plus tard. Alors, standard, ça signifie que chaque donjon possède une grande clé, une boussole et une carte. Standard signifie que ces trois objets-là seront dans le donjon auquel ils appartiennent. Carte et boussole, ça signifie que les cartes et les boussoles ne se trouveront pas dans le donjon auquel ils appartiennent, ils seront dans les autres coffres du monde, etc. Ensuite, vous avez carte, boussole et petites clés, et ensuite clés ordre, où c'est le bordel. Les petites clés et les grandes clés du donjon, plus les cartes et les boussoles se trouvent absolument n'importe où. Donc voilà, commencez par standard, je pense que c'est un bon début. Et accessibilité, 100% inventaire également. Gardez 100% inventaire, vous avez les informations de l'autre côté si jamais vous voulez après avoir maîtrisé un peu plus le jeu. Objectif, vaincre Ganon. Alors, vous avez Rapid Ganon, tous les donjons, Piédestal, Master Sword, morceau Triforce. Ça, c'est des petites choses que vous pouvez modifier pour donner un peu de variété à votre but. Au final, le but, c'est quand même de vaincre le grand méchant, vaincre Ganon. Ça, c'est la base. Rapid Ganon, ça signifie que vous pouvez sauter le dernier donjon, donc la tour de Ganon, et du coup vous décidez de la skipper. C'est une tour qui demande pas mal d'exécution, c'est une tour qu'il va falloir apprendre à gérer. C'est un apprentissage qui peut parfois être long et embêtant, et si vous avez juste envie de faire une petite course rapide sans vous prendre trop la tête et apprendre la logique du jeu, vous pouvez mettre un Rapid Ganon, puisque dans la tour de Ganon, comme c'est le dernier donjon, vous êtes censé avoir tous les objets qui vous permettent d'y atteindre, donc vous ne trouvez pas d'objet de progression. Tous les donjons, c'est simplement faire tous les donjons du jeu. Il existe 3 donjons dans ce qu'on appelle le Light World, donc le monde de la lumière, et 8 donjons dans le Dark World, donc le monde des ténèbres. Piédestal de la Master Sword, ça c'est justement faire c'est récupérer tous les pendentifs pour aller chercher la Master Sword qui est sur le piédestal. Si vous n'avez jamais fait le jeu de manière normale, je vous invite à le faire une fois, histoire que vous compreniez un petit peu comment fonctionne le jeu. Et morceau de Triforce, vous devez récupérer, je ne sais plus combien de morceaux de Triforce, pour arriver à la fin. Ouvrir la tour. Ça, c'est un nombre de cristaux. Normalement, la tour de Ganon, en normal, s'ouvre avec les 7 cristaux. Vulnérabilité de Ganon, 7 cristaux également. Ça, ces deux caractères-là, je vous invite à regarder ça peut-être un peu plus tard. D'abord, familiarisez-vous tranquillement. Là, ça va donner des routings un peu différents au niveau du jeu. État du monde. Ouvert, standard, inversé, rétro. Alors, au début du jeu, vous contrôlez Link et on vous sort du lit au milieu de la nuit. Votre oncle vous dit « Je dois aller sauver une princesse, reste au lit ». Vous, comme vous êtes un grand gaillard et que vous n'obéissez plus aux ordres, vous décidez d'y aller aussi. Vous trouvez votre oncle dans un égout proche de la mort, il vous file son épée, son bouclier et vous dit « Va sauver la princesse ». Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le mode standard. Donc vous allez commencer par sauver la princesse de sa cellule.
pour l'amener dans un sanctuaire. Et donc il y a toute une petite partie du jeu que vous allez devoir faire, c'est automatique. Si vous êtes en mode ouvert, vous n'avez pas forcément besoin de faire ça au début. Vous pouvez le faire après, ou pendant le jeu, quand vous le déciderez, mais vous pouvez commencer à jouer un peu n'importe où. Je vous conseille de commencer par un mode standard la première fois que vous jouez. Ce sera plus facile d'appréhender le jeu. Ou alors vous commencez directement par le monde ouvert et vous êtes un petit peu lâché au milieu du monde en disant bon, débrouillez-vous. C'est pas... Voilà, commencez peut-être en standard. Inversé, je vous invite à faire ça quand vous serez vraiment très très bon au jeu. Ça signifie en fait que, je vous ai déjà parlé d'un Light World et d'un Dark World. Il s'avère qu'on commence dans le monde de la lumière pour ensuite aller dans le monde des ténèbres et vaincre Ganon. Là, ce qui se passe, c'est qu'on commence dans le monde des ténèbres et on doit aller dans le monde de la lumière pour vaincre Ganon également. Donc en fait, tous les donjons sont normalement faits dans l'autre ordre, en commençant par la fin, mais ce qui n'est pas tout à fait le cas parce que c'est un mode randomizer. Et du coup, c'est vraiment très difficile. C'est vraiment très très compliqué. Il faut une très très bonne exécution parce que vous allez vous retrouver face à des ennemis qui seront très forts et vous aurez très peu de cœur et très peu d'objets. Donc ne commencez pas par ça. Et rétro non plus, ne commencez pas par ça. C'est pour vous rapprocher un petit peu de Zelda 1. Si vous l'avez fait, donc il y a un système de clés un peu spécifique, il y a un système de... rétro. Il y a un système de flèches un peu spécifique, donc voilà. Donc peut-être ces deux modes-là, le inversé et le rétro, ne le faites pas tout de suite. Tapez d'abord dans un standard, ça me paraît pas mal. Le mélangeur d'entrée, ça, vous ne touchez pas pour le moment. Le mélangeur d'entrée signifie que quand vous entrez dans une maison, c'est pas forcément la maison qui va être derrière le passage, mais peut-être une grotte. Donc c'est un peu le bordel. Donc pour l'instant, ça, je vous conseille, si vous débutez, de ne pas toucher. Le mélangeur de boss, également, ne touchez pas. Donc vous avez simple, complet, aléatoire ou désactivé. Ça signifie que les boss des donjons ne seront pas forcément dans leur donjon. Et pour un début, je pense qu'on peut laisser tomber. Le mélangeur d'ennemis, ça aussi, laissez de côté. Ça va, voilà. C'est le même principe, c'est-à-dire que tous les ennemis, si vous mettez aléatoire à la place de n'importe quel ennemi, il peut y avoir n'importe quel autre ennemi. Donc ça donne un joyeux bordel. Et interverti, ça signifie que par exemple, si dans le jeu il y a 50 gardes verts, eh ben, ils vont être intervertis avec 50 gardes bleus. Donc pour l'instant, laissez en désactiver. On n'y touche pas. Les indices, vous pouvez les activer ou les désactiver, c'est à votre choix. Ça vous donnera quelques indices pour savoir s'il y a des objets. Alors par contre, les indices ne sont pas forcément hyper qualitatifs. C'est-à-dire que vous pouvez faire tout un donjon, récupérer les deux objets qu'il y a dedans, et un indice au milieu du jeu va vous dire « Ah, il y a un objet dans le donjon que tu as fait il y a 3h30. Haha, pas de bol !» Enfin voilà. Donc vous pouvez les activer ou les désactiver, c'est à votre choix. Les indices dans ce jeu sont présentés par une espèce de... un pavé gris avec un triangle au centre. Dans le jeu normal, vous avez ces indices-là et c'est un personnage appelé Sasrala qui vous indique ouais, tu peux utiliser tel objet pour faire une plateforme ou tu peux utiliser le grappin pour passer au-dessus des trous, etc. Donc vous pouvez les activer, c'est pas une obligation. Ça c'est à vous de voir. Les difficultés, alors là c'est parti. Les épées randomisées, c'est-à-dire que vous avez des objets qui sont appelés des objets progressifs, notamment les épées. Vous avez l'épée niveau 1, l'épée niveau 2, l'épée niveau 3, l'épée niveau 4. Vous avez l'arc niveau 1, l'arc niveau 2, vous avez l'armure niveau 1, 2, 3, le bouclier niveau 1, 2, 3, le gant niveau 1 et niveau 2. Ce qui signifie que si vous trouvez une épée dans le jeu, si vous n'avez pas d'épée, ça va donner automatiquement l'épée niveau 1. Si vous trouvez une autre épée, ça va donner l'épée niveau 2, etc. Même si vous faites ça dans un autre ordre, vous n'aurez jamais l'épée niveau 2 avant l'épée niveau 1. Et quand c'est marqué randomisé, vous pouvez trouver les épées partout, dans n'importe quel coffre, à n'importe quel moment. Si vous mettez épée assurée, pardon, j'ai eu un petit ok. Épée assurée, c'est-à-dire que votre oncle, donc tout au début du jeu, il va vous donner une épée. Ça peut être intéressant si vous débutez, comme ça vous êtes sûr au moins d'avoir l'arme du jeu. Si vous mettez épée originale, les épées vont se trouver aux 4 endroits où elles sont normalement. C'est-à-dire que vous avez une épée sur votre oncle, vous avez une épée sur ce qui s'appelle le piédestal, vous avez une épée en sauvant un forgeron, et vous avez une épée à la fée de la pyramide.
ces 4 épées-là, si vous mettez original, elles s'y trouveront. Donc vous saurez exactement où elles sont. Et vous avez sans épée. Alors ça, je vous invite à pas le faire tout de suite non plus. C'est-à-dire que vous faites tout le jeu sans épée. Alors il y a des modifications. Vous pouvez utiliser certains médaillons sans épée. Il y a des petites modifications qui sont faites pour que vous puissiez finir le jeu quand même. Donc du coup, ça, vous ferez peut-être une autre fois. Donc moi, j'aime bien jouer en épée randomisée. Mais si vous commencez, épée assurée, c'est pas trop mal. Surtout si vous faites un mode standard. À ce moment-là, votre oncle vous donnera une épée. Si vous ne mettez pas épée assurée, votre oncle va vous donner une arme pour finir ce qu'on appelle l'escape, donc le fait d'aller chercher et de sauver la princesse. Et du coup, peut-être que commencer comme ça me paraît bien. Objet disponible, normal. Laisser normal. Hein, on va pas se prendre la tête. Après, il y a difficile, expert et crowd control. Crowd control, c'est spécialement pour si vous voulez streamer. Donc si vous voulez juste faire une petite course chez vous, il n'y a pas de... Crowd control n'est pas intéressant. Difficile expert, ça augmente la difficulté du jeu. Vous avez des objets qui fonctionneront moins bien ou qui demanderont plus de magie, etc. Fonctionnalité des objets normales, laissez également normal, on va pas se prendre la tête là-dessus. Dégâts des ennemis par défaut, ne changez ça que si vous êtes un vil pervers ou que vous voulez jouer des seeds un petit peu avec des surprises. Et vie des ennemis, eh bien, soit ils ont les vies prévues par le jeu à la base, soit vous enlevez la moitié de leur vie, soit vous en faites x2 ou x4. Bref, ça aussi également, vous pouvez laisser comme il faut. Ça, c'est évidemment si vous prenez une seed personnalisée. Si vous prenez une seed débutante, vous avez aucun glitch. Objet basique, objet de donjon standard, 100% accessible, vaincre Ganon, 7-7, état du monde standard, mélangeur d'ennemis, c'est désactivé, entrée désactivée, tout ça, épée assurée, ennemi par défaut, normal par défaut. Je vous invite à prendre une seed débutant si c'est la première que vous faites, même si c'est les 2 ou 3 premières que vous faites. Je pense que vous pouvez partir sur débutant, ce n'est pas grave. Une fois que vous avez choisi votre setting, vous pouvez démarrer. C'est-à-dire que générer une ROM de course, c'est si vous voulez la partager à plusieurs personnes pour savoir lequel d'entre vous finira en premier. C'est pas forcément... il y a peut-être quelques informations en plus, mais si vous commencez, plutôt générer une ROM avec spoiler. On clique dessus. La génération, on voit le petit link qui tournicote. Et ensuite, alors, plusieurs informations sur cette faille. Ici, vous avez... le nom de votre ROM, vous avez un lien permanent qui vous permet d'accéder à ce qu'on appelle le spoiler log. C'est-à-dire que si à un moment donné vous vous retrouvez coincé à ne plus savoir où aller et que faire, vous pouvez cliquer et là vous avez soit recherché la localisation de l'objet qui vous manque, enfin la localisation, soit les objets qui sont dans la localisation, par exemple si vous prenez Bombos Tablette, voilà, vous aurez l'endroit et ce qu'il y a dedans, soit vous cherchez vraiment un item spécifique, par exemple la canne de Somaria, on vous indiquera où il se trouve. Donc je vais remettre ça, bon on s'en fout. Voilà, donc vous avez toutes ces informations là. Alors ensuite vous avez les enregistrements, et là vous avez des trucs plutôt sympas. Ça c'est des petits gimmicks. Donc le bip de la vie faible, il faut savoir que quand vous avez des vies en moins, enfin quand vous êtes proche de mourir, il y a un petit pip 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 qui vient vous dire attention, fais gaffe, tu vas mourir. Et c'est tellement chiant quand on en a pour 2 heures, parce que vous êtes toujours avec un cœur et demi. Donc vous avez la possibilité, soit vous l'éteignez. Moi j'aime pas tellement éteindre parce que du coup je fais pas gaffe à mes cœurs et je meurs comme un caca. Soit vous faites vitesse double et là vous êtes détesté par l'ensemble des gens, peut-être même vous-même vous détesterez vous à la fin de la site parce que c'est vraiment insupportable. Vitesse normale c'est déjà casse-pied, moitié de vitesse c'est ce qu'ils conseillent, écart de vitesse c'est presque trop lent en fait. On les entend même plus à force, mais la moitié de vitesse c'est pas mal. Vous avez joué en tant que, et ça c'est stylé, vous avez plein de personnages, c'est-à-dire que votre skin, donc l'apparence de votre personnage, eh bien vous pouvez choisir. Mettons que vous ayez décidé de jouer, je ne sais pas, Cadence, voilà, le personnage qui se trouve dans Cadence of Hyrule et Necrodancer, je crois. Vous avez Céleste, vous avez Clyde, le fantôme de Pac-Man, vous avez le chien Clifford, vous avez... Bref, il y en a tellement. Alors vous pouvez évidemment jouer Link, hein, c'est le truc, la chose de base, mais vous avez également tous ces petits personnages, vous avez Abigail de... Stardew Valley,
Vous avez Zora, si vous décidez, vous avez Zero Suit, Samus. Vous pouvez jouer Zelda aussi, donc c'est assez rigolo de sauver Zelda quand vous êtes Zelda. Vous avez une quantité astronomique de skins, je crois qu'il y en a plus de 200. Donc vous devriez trouver votre bonheur. Si vous voyez mes photos, j'ai tendance à jouer avec... j'ai tendance à jouer un personnage par type de course. C'est-à-dire que si je fais une Open 7-7, quelque chose que je fais assez couramment, j'ai tendance à jouer Captain Toadette. Et si je fais une Endmiser, où tous les ennemis sont mélangés, les boss sont mélangés, j'ai tendance à jouer... comment il s'appelle, Stickman, donc le petit bonhomme en fil de fer. Et si je joue une rétro, j'ai tendance à jouer Psycho Quack. Ça me permet de pouvoir faire plusieurs courses et de savoir un petit peu comment gérer mes courses et pas de les mélanger. Là j'ai un Shy Guy, mais vous avez Polichombre de Pokémon, de Pikachu, vous avez bref, vous avez plein de choses. Donc regardez, n'hésitez pas, vous avez peut-être votre personnage préféré. Vous pouvez regarder, en tout cas c'est toujours très sympa. Vous avez Sailor... Oh, je l'ai pas vu celui-là. Sailor Moon. Oh, j'ai jamais vu Sailor Moon. Bref, tout ça pour dire que vous avez du choix. La vitesse du menu, laissez en normal. Si vous voulez faire des courses par après, ça c'est quelque chose qui ne doit pas changer. Et la couleur des cœurs. Donc vous pouvez choisir bleu, vert, rouge. Moi j'essaie toujours de prendre une couleur qui est en lien avec mon personnage. Donc le Shy Guy il sera rouge, donc je prends des cœurs rouges. Si je prends Psycho Quack. Alors Psyduck, t'es où? Bah sous P, gros malin. Psyduck, bah je mets toujours en jaune. Voilà. Musique de fond, ça c'est pour les musiques du jeu, donc de base. Changement rapide des objets et mélange des couleurs de palette. Alors, changement rapide des objets, c'est normalement pas permis en tournoi ou en course de course. Donc vous pouvez laisser non. C'est pour utiliser L et R pour changer les objets. Et mélange des couleurs de palette, vous pouvez mettre 8. Et du coup vous avez les palettes de couleurs qui sont mélangées. Parfois ça donne des trucs plutôt stylés, parfois ça donne... Enfin même souvent ça donne des trucs complètement dégueulasses. Donc voilà, une fois que vous avez fini tout ça, alors vous pouvez enregistrer le spoiler, c'est-à-dire que vous pouvez... Bon on va le faire, hein, vous avez pouf, un fichier texte où vous avez toutes les informations. Alors moi les spoilers, je m'en fiche. Et sinon vous allez faire sauvegarder la ROM. Et là ça va ouvrir chez moi l'émulateur, mais c'est pas grave. Hop, vous sauvegardez votre ROM. Voilà, alors je vais mettre ignore, et votre ROM, non je veux pas, merci. Et votre ROM, elle va se retrouver ici. Moi sur OpenEMU, bah, j'ai plus qu'à double-cliquer dessus pour pouvoir commencer à jouer. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais terminer ça, on arrête, je vais quitter OpenEMU, voilà. Donc une fois que vous avez lancé votre jeu, bah en fait, je suis un peu une nouille. Donc une fois que vous avez fini ça, ouais, en fait je vais rouvrir OpenEMU, parce que voilà. T'es où? Là. Voilà, oui, hop, merci. Donc vous avez votre petite manette, votre petit machin, vous êtes prêts. Attention, le son du jeu est peut-être un peu fort, je suis désolé. Il y a peut-être de l'écho également, je vais même... Hop, je vais fermer le son du jeu comme ça, il n'y a pas de souci. Voilà, donc vous êtes prêts, c'est parti. Vous voyez qu'il y a un code en haut. Ce code vous permet de savoir si, par exemple, vous faites une course avec des copains, si vous avez tous la même seed. Alors, on va revenir un peu sur le vocabulaire. Donc la seed, c'est... une course. La seed, c'est la graine, c'est le jeu, entre guillemets. Et par exemple, si vous décidez de faire une course, à savoir qui va terminer le plus vite la seed, eh bien, il faut quand même que vous vérifiez que vous ayez la même. Parce que sinon, ce serait un petit peu dommage, puisque parfois, il y a des objets qui vont se retrouver très rapidement accessibles, tandis qu'il y en a d'autres qui vont se retrouver très très loin dans le jeu. Et comme c'est à chaque fois random, parce que du coup, vous pouvez régénérer une seed sans arrêt, eh ben, que vous vérifiez que vous ayez la même pour avoir un petit peu les mêmes bases. Parce que si vous faites par exemple générer à nouveau, on génère, vas-y Coco, cette seed que je viens de générer n'est pas identique à celle d'avant. Donc vous avez vraiment une infinité de possibilités de jeu. Et c'est ça que j'aime bien, parce que du coup ça me permet de varier les plaisirs, comme on dit. Ensuite, si vous faites bien attention, il y a un seul fichier de sauvegarde. Vous voyez que ma fée, soit elle va sur delete, soit elle va sur fichier. Alors bon, bah vous faites le petit... voilà, bon, je vais mettre... Ah, voilà, hop, je vais mettre le petit signe. Et voilà, et donc là, vous allez commencer par avoir des informations. Déjà, vous avez des rubis, vous avez les bombes, vous avez les flèches, etc. Et vous avez les objets que vous avez déjà débloqués. Donc vous pouvez arrêter, sauvegarder... Enfin, vous pouvez sauvegarder, arrêter et recommencer plus tard si vous en avez envie. Rien ne vous oblige à jouer avec un timer. Que ça soit clair, on joue pour le plaisir, on joue pour se faire plaisir, se détendre. On n'est pas du tout obligé d'y mettre une contrainte de temps ou une contrainte de performance.
Et ça, c'est quand même quelque chose d'important, parce que vous pouvez simplement avoir du plaisir à rejouer à un jeu que vous connaissez plutôt bien, et que vous avez envie de redécouvrir sous un autre angle. Alors du coup, si on commence un peu le jeu, voilà, on est à la maison, notre oncle... les textes sont changés également, hein, il n'y a pas les textes originaux. Vous verrez qu'il y a aussi des petits raccourcis. Et on y va, hop, je joue Psychoquack, coin, premier coffre, je découvre le petit bouclier, alors que c'est normalement notre oncle qui est censé nous donner ce petit bouclier. On sort de la maison, je vais quand même vous montrer, hop. Il pleut, c'est le début du jeu, Psychoquack c'est un canari, il n'a pas peur de la pluie, on s'en fout. Coin, hop. Ça c'est le début standard, hein. Notre oncle nous dit, enfin, si vous connaissez l'histoire, notre oncle nous dit, ah je vais sauver la princesse. Vous le suivez. Hop, on tombe dans le trou. Et voilà, notre oncle, il est là. Ah là là, il nous a donné un rubis. Et maintenant, je peux utiliser l'épée parce que c'était épée assurée. Mais il nous a donné quand même un rubis, hein. Le papy, il est près de mourir et il nous donne quand même 20 balles, c'est parfait. Ne pas oublier un petit coffre ici. Hop. Ah, c'est encore un rubis. Alors que là, normalement, ça aurait dû être une lampe. Si vous n'aviez pas pris dans la maison de Link. Donc voilà. Je vais faire ça là. Maintenant, vous pouvez vous dire, bon, bah c'est cool, mais il y a quand même beaucoup d'objets, il faut retenir plein de choses, etc. Vous avez des aides qui sont à votre disposition, et notamment une qui s'appelle un tracker. Moi, il est dans mon dossier speedrun. Hop. Alors, mettez, voilà, donc vous avez cette adresse ici, crossproduct42. Voilà, je remettrai également les liens sous la vidéo, ne vous en faites pas. Ici, vous avez deux options. Enfin, vous avez standard, open. Dans notre cas de figure, nous sommes sur une standard. Alors, sans la map ou avec la map. Au début, prenez la map. Je vous en supplie, prenez la map. Ce sera beaucoup plus facile. Qu'est-ce que vous avez sur ce tracker? Alors, si vous le prenez sans la map, vous enlevez les deux carrés qui sont ici. Vous voyez pas très bien, je vais mettre ça comme ça. Vous enleverez ces deux carrés-là. Si vous, le tracker, à la base, c'est ça. Sur ce tracker, on a des informations importantes. On a tous les objets, vous n'avez qu'à cliquer dessus pour simplement changer les objets. Il existe plusieurs trackers. Donc moi j'utilise celui-là parce qu'il fonctionne bien, il est sur ordinateur, enfin il est sur via internet, donc il fonctionne sur Mac, ça marche bien. Vous avez comment c'est, Emu Tracker, Emo Tracker pour sur PC qui fonctionne aussi pas mal. Donc voilà, il y a plusieurs types de trackers, vous pouvez trouver celui qui vous convient. Donc quand vous avez un objet, vous cliquez dessus. Par exemple là, il y a des épées, si vous cliquez plein de fois dessus, vous pouvez trouver la Moon Pearl, etc. Quand vous avez la Moon Pearl, votre skin change parce que dans le Dark World, enfin, je vous apprendrai. Vous avez également le nombre de coffres que contient chaque donjon. Ces coffres-là ne prennent pas en compte le coffre de la carte, de la boussole et de la grande clé. Donc techniquement, dans le premier palais qui est celui d'Eastern Palace, celui qui se trouve ici, vous avez 3 coffres où peut se loger un objet de progression. Mais en tout, il va y en avoir 6. Enfin, techniquement, il va y en avoir 5 et un objet sur le boss, à chaque fois. Donc du coup, ces 3 coffres-là, quand vous en avez ouvert un, par exemple, vous allez dans Eastern Palace, vous découvrez que dans le premier coffre, il y a des bombes. Donc ce n'est pas la grande clé, la boussole ou la carte, vous pouvez en enlever un. Puis vous pouvez enlever tous les coffres petit à petit. Également, qu'est-ce que est le donjon? Est-ce que c'est un pendentif vert? Est-ce que c'est un pendentif bleu ou rouge? Est-ce que c'est un cristal ou est-ce que c'est un cristal rouge? Ces informations-là, vous pouvez les noter sur le tracker. À savoir que, je ne vais pas vous expliquer exactement maintenant qu'est-ce que ce sera un pendentif vert, etc. Mais du coup, vous pouvez les noter, il suffit de cliquer dessus. Les bouteilles, par exemple, vous en avez 1, 2, 3, 4, etc. Et on va prendre l'exemple de la bouteille pour vous montrer, justement. Alors, et encore ces deux-là, ça c'est des donjons, donc Misery Mire et Turtle Rock, qui s'ouvrent avec un pendentif, donc un de ces médaillons, un médaillon, donc un de ces médaillons qui se trouve là-dessus. Et vous pouvez simplement noter le médaillon lorsque vous avez été voir quel médaillon il vous faut. Donc vous avez vraiment plein d'informations ici. Vous pouvez regarder sur les cartes. Les endroits qui sont rouges, c'est les endroits que vous ne pouvez pas faire. Les endroits qui sont jaunes, c'est les endroits dont vous pouvez prendre connaissance, mais pas forcément aller chercher l'objet en question. Par exemple, si je prends la bibliothèque, si vous regardez bien, hop, si je clique dessus, vous avez librairie et vous avez les bottes. Ça signifie que pour choper l'objet qui se trouve sur les étagères, il vous faudra les bottes.
Ça peut vous indiquer un petit peu qu'est-ce qu'il vous faut. Ici également, le Desert West Ledge, il vous faudra le livre ou le miroir, à choix. Également, j'en avais vu un, voilà, Floating Island, il vous faudra le miroir, et Lac Ilia Island, il vous faudra également un miroir. Donc il y a plusieurs informations qui vous sont données sur la carte. Les points verts, c'est ceux où vous pouvez aller récupérer l'objet. Par exemple là il est marqué mushroom, c'est l'endroit où se trouve normalement le champignon dans le jeu, donc c'est la localisation. Vous avez le nom des localisations, le South of Grove, vous avez Bombos Tablet, vous avez qu'est-ce que c'est que ce truc, ah oui l'item, petite faute d'orthographe, l'item enterré, vous avez, bref, donc vous pouvez vous repérez en vous disant ah bah oui il y avait tel ou tel objet à tel et tel endroit. Si par exemple maintenant je décide que, alors regardez bien celui-là, donc ces carrés là, j'ai les bottes, paf il devient vert. Également celui-ci parce qu'il vous faut les bottes. Si vous avez les bottes, voilà, si vous avez le gant, voilà. Les items bleus, je sais plus ce que c'est les items bleus, je crois que c'est hors logique. Vous pouvez y aller mais ils sont pas en logique. Attendez, ouais c'est ça. Donc je vais pas parler de la logique actuellement, on fera ça dans la deuxième vidéo, j'irai un peu plus loin dans la logique. Donc vous avez la possibilité justement d'avoir des indices quant à la localisation des objets sur lesquels vous pouvez vous rendre et obtenir. Donc maintenant si j'ai les bottes, paf, ça devient vert, ça devient vert. Et une fois que vous avez récupéré l'objet, vous pouvez noircir le carré, comme ça vous dites ah bah c'est bon, j'ai eu cet objet là, je peux aller chercher, bon vous pouvez aller chercher là, etc. Et puis vous pouvez mettre certains en couleur, parce qu'on est en standard, donc le jeu s'attend naturellement à ce que vous fassiez ça, ça et ça et ça, donc c'est pour ça qu'ils sont déjà gris. Après ça peut vous permettre de vous retrouver, parce que vous pouvez vous perdre très facilement en ne sachant pas exactement comment est-ce que où est-ce que je peux aller, comment je peux y aller. Donc c'est vraiment un apprentissage qui se fait long. Ça c'est un outil qui est indispensable au début pour, je pense, éviter d'être dégoûté, parce que sinon ça peut être particulièrement embêtant. Non, si je mets la Moon Pearl, le marteau, le machin, bam, ah bah avec ces Dark World on peut y aller comme ça. Voilà, donc là vous avez déjà pas mal d'informations sur lesquelles vous baser pour commencer à faire du randomizer, si vous en avez envie. Évidemment, on ne force personne. Si vous avez des questions par rapport à ce randomizer, n'hésitez pas à les poser. La deuxième vidéo va parler un petit peu plus de ce qu'est la logique et peut-être expliciter certains glitches ou certains tricks de base qui sont assez souvent utilisés et ils sont jamais requis, mais ils peuvent vous faire gagner un peu de temps. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. J'espère que vous y avez trouvé des réponses à vos questions, et d'ici à la prochaine vidéo, eh bien, que les dés et les jeux vidéo soient avec vous.